On va passer au bilan de cette saison 2004, de cette saison de top 14, pardon, 2018-2019. Voilà, clap de fin sur cette grosse saison, intense saison. Voilà, c'est vrai qu'on a eu on a eu de la chance, on a eu une grande saison, on s'est régalé. On va passer donc au top et flop. On vous a préparé un petit visuel pour ça, pour que ce soit un peu plus visible pour vous à la maison. Hop, donc on va passer tout de suite au top de la rédaction. Donc la rédaction a choisi d'évoquer le Stade Toulousain, l'ASM Clermont-Auvergne. Bon, ça on va un peu se répéter, mais surtout Lyon, et on pourra éventuellement toucher un mot sur le Stade Rochelet. Olivier, je vais te donner la parole, toi, sur voilà, bon, tu peux redire, rajouter quelque chose sur le Stade Toulousain et Clermont, mais voilà, si tu veux dire un mot sur le Stade Rochelet éventuellement. Oui, voilà, parce que c'est vrai que je pense que bon, Toulouse, on en a bien parlé. On a vu, voilà, c'est sur cette saison, c'est la victoire d'un collectif. Quand il y en a un qui a été pas bien, on voit un coup, bah, c'était UG qui a été décisif, un coup ça a été Médard, un coup ça a été Colby, un coup ça a été Guitoun. Voilà, un coup ça a été Ramos. Voilà. Donc Toulouse, c'est vraiment un collectif. Il est difficile de sortir une individualité. Saison réussie. Clermont, en soi, un trophée européen, une finale de top 14. Pareil, ça reste un des tops de la saison. On a quand même vu du beau jeu du côté de Clermont. Pour moi, il manquait un petit quelque chose quand même pour être champion de France par rapport à Toulouse, mais voilà, quand même une très bonne saison. Et pour moi, bah ouais, dans les tops, La Rochelle, ça me plaisait bien. Le Stade Rochelet, on sait qu'ils avaient connu une très grosse désillusion l'année dernière avec leur élimination à la dernière journée et leur septième place. Cette année, ça confirme avec le très bon travail de Xavier Garbajosa. Et donc, voilà, une finale de challenge européen dans un parcours qu'ils ont globalement maîtrisé. Et une demi-finale face au champion de France, Toulouse, avec un très gros coup d'éclat contre le Racing à l'extérieur. Donc oui, moi c'est vrai que La Rochelle sur cette année, moi je trouve que c'est une équipe qui m'a vraiment plu, que ce soit dans le contenu, au niveau du jeu. La Rochelle, ça a toujours envoyé du jeu, ça s'est pas renié, et c'est comme ça je pense qu'ils ont été en demi-finale. Après, bon, on l'a vu sur la demi-finale et je pense que la saison qu'ils ont eue leur a un peu, on va dire, coupé les jambes sur cette demi. Il manquait un peu de gaz au final, mais ça reste quand même une saison réussie pour les Maritimes et avec un recrutement, pourquoi pas les voir viser plus haut pour l'année prochaine. Et puis après, bah ouais, pour Lyon, comme tu disais, l'année dernière, c'était une surprise de retrouver les Lyonnais en demi. Et on avait vu l'écart qu'il y avait en demi-finale contre Montpellier, en disant il leur reste encore pas mal de boulot. Et cette année, ils ont su enchaîner des séries de victoires qui leur a permis de finir troisième. Donc vraiment, disons qu'ils ont confirmé leur surprise de l'année dernière. Maintenant, pour moi, Lyon, ils sont encore un cran en dessous quand même et on l'a vu sur la demi-finale contre Clermont. Mais voilà, on va dire un peu un renouveau quelque part, parce que c'est vrai que La Rochelle-Lyon, il y a 2 saisons en arrière, voire 3 saisons, ils n'auraient pas attendu à ce niveau-là. Et finalement, ils ont confirmé. Donc vraiment, 2 belles saisons de la part de ces équipes. Ouais, c'est vrai que, comme tu l'as dit, sur la demi-finale, c'est vrai qu'on a vu que Lyon, notamment dans cette façon de gérer un peu hein, les temps forts et les temps faibles, était un peu en dessous des deux cadors que sont l'ASM Clermont ou le Stade Toulousain. Mais c'est vrai, je pense que c'est quand même c'est la belle surprise de cette saison, parce qu'ils ont affiché notamment à domicile une solidité à toute épreuve tout bonnement impressionnante. Théo, si tu veux lancer un peu le débat sur le loup, Flavien suivra et Vincent rajoutera quelque chose s'il le souhaite. Bah, tout a déjà été dit. Je pense que le Loup a confirmé de sa montée. Depuis qu'ils sont montés, ils sont revenus en top 14 il y a 3 ans, pardon. Il faut que progresser. Ils ont fait 11e en 2016, ils ont fait 5e et cette année ils font 3e. Donc, le staff fait un très bon travail. On voit de très bons matchs, même si la saison européenne a été compliquée pour le Loup. Ils ont fait 0 points en Champions Cup. Donc ça, c'est le petit bémol cette saison. Mais moi, j'attends de voir ce que ça va donner dans les prochaines saisons. Mais je pense qu'ils peuvent accrocher encore les playoffs pendant quelques temps. Et pourquoi pas jouer une finale. Hein. Ça me paraît pas impossible d'ici 2 3 ans de les retrouver en finale. Hein. Flavien, si tu as un avis là. Oui, je pense qu'on minimise un petit peu quand même parce que le Loup, ce que fait le Loup, c'est quand même exceptionnel. Comme vient de le dire Théo, il y a 2 ans, ils étaient dixième avec 55 points. L'année dernière, cinquième, 70 points.
Cette année, 3e, 78 points. L'année dernière, ils font demi-finale, ils refont demi-finale. Ils envoient du jeu, ils recrutent intelligemment. Charlie Gataï qui est arrivé, super joueur, ça perfore, ça joue bien. Nakaitasi, Jonathan Wisniewski, meilleur réalisateur du top 14, ça joue bien, c'est bien coaché, on sent la patte Mignoni. Et l'année prochaine, à mon avis, ils seront encore là. Le Loup est présent, il faut vraiment les féliciter pour cette magnifique saison. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que quand on regarde un peu la saison du Loup, il y a quand même 12 victoires à domicile et une seule défaite, parce qu'il y a un nul contre Toulouse lors de la première journée. Il y a 6 victoires à l'extérieur, donc des victoires quand même au Stade Français, au Racing et à Montpellier. Ils sont en constante progression. Et ils ont quand même gagné 18 matchs cette saison sur 24, sur 26, pardon. Donc c'est quand même une, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très belle surprise lyonnaise cette saison, même si effectivement c'est plus la même équipe qu'il y a 2 ans et qu'il y a cet alliage entre jeunes et un peu plus expérimentés qui fait que ça fonctionne bien avec Pierre Mignoni aux manettes, pardon. Mais voilà, je suis assez d'accord avec toi, Flavien. Moi je trouve que le Loup c'est vraiment très solide et même si effectivement c'était un concurrent à la qualification, on les attendait pas forcément à faire une saison comme ça. Théo et Vincent, si vous voulez continuer, poursuivre sur le Loup. Vincent, qu'on n'a pas encore trop entendu sur le sujet. Alors moi, je voudrais revenir aussi sur le management de Pierre Mignoni, qui est en train, à mon avis, de donner sa pleine mesure dans cette équipe du Loup, qui est en train, avec son staff, qu'il a construit lui-même. On sent vraiment qu'il a atteint une plénitude et une façon de travailler qui, à mon avis, peut faire des étincelles. À voir s'ils arrivent à garder, parce que quelqu'un comme Guézal, qui est très courtisé, notamment par l'équipe de France, voilà, s'ils perdent des éléments comme ça, il faut faire attention. Et pour faire le parallèle avec La Rochelle, je pense que Garbajosa, qui doit partir à Montpellier, il me semble, ça risque de leur faire mal parce qu'il avait réussi lui aussi à former quelque chose derrière Colazo, qui lui les avait amenés déjà à faire des choses assez extraordinaires. Donc voilà, si ça reste du côté du Loup, si Mignoni arrive à garder cette dynamique, oui, on pourra les retrouver peut-être plus haut dans les 2-3 ans à venir, je pense. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que Vincent vient de dire, dans le sens où c'est vrai, Mignoni a vraiment réussi à imposer sa patte. Il a créé un style de jeu et ça performe bien avec toute l'équipe. Et c'est ce qu'on n'a peut-être pas trop mis en avant, c'est vraiment le travail du staff, des coachs, qui a permis aux différentes équipes de stop de vraiment faire une excellente saison. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Ouais, Bah ouais, non, moi après, vas-y Grégoire. Ah, bon. Non, je dis le Loup, vraiment, c'est vrai que ça repose vraiment beaucoup sur Mignoni et Mignoni, je vois là-bas et maintenant on va dire qu'il est installé. Mais moi, alors j'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure parce que c'est vrai que je tiens à les féliciter sur cette saison, Lyon. Maintenant, j'attends de voir Lyon face au réveil des Cadors l'année prochaine. Quand le Racing, Toulon, Montpellier, Castres, les Cadors vont se réveiller. Est-ce que le Lyon, ça peut tenir ou est-ce que c'était un phénomène? C'est ma petite interrogation. Mais ils sont là les Cadors, Olivier, hein. Bah, non, Toulon, cette année, t'es pas là. Montpellier, c'est une saison en dents de scie. Castres, à voir, moi je dis quand même sur une confirmation. Et d'ailleurs, je rejoins Vincent sur La Rochelle. C'est vrai que le départ de Garbajosa, est-ce que ça va pas leur faire du mal aussi? Donc non, je dis félicitations à ces deux équipes sur cette saison, mais à confirmer. ouais, confirmé. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des équipes comme le Stade Français voilà, qui peuvent faire mieux que cette saison. Mais voilà, c'est vrai que Lyon, ça fait quand même troisième, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 11 équipes qui sont derrière eux, 3 équipes pour la qualif qui sont derrière eux. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, même si elle réveille des cadors, c'est pas forcément l'équipe qui sautera en premier, hein. Donc c'est vrai que voilà, mais ce sera, ceci dit, comme tu l'as dit, intéressant à suivre. Si vous le voulez bien, on va passer maintenant au flop de cette saison, parce qu'on a fait un peu le tour sur les tops, voilà, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur le Stade Toulousain et la SM Clermont-Auvergne, mais je pense pas, on a fait le tour, notamment, pareil, vous l'avez dit, hein, sur le Stade Rochelet et sur Lyon, qui ont été voilà, vraiment les 4 équipes que nous avons choisi de retenir comme étant les tops de cette saison 2018-2019. Donc on va désormais passer au flop. Voilà, on a là aussi fait un petit visuel pour un peu mieux visualiser. Donc dans ces flops, on retrouve le Castres Olympique, la section paloise, le Racing Club toulonnais
Et on aurait aussi pu citer les clubs parisiens et les deux relégués. Voilà, on en touchera un mot, mais on va principalement se concentrer sur donc Castres, la section paloise et le Racing Club toulonnais. Flavien, est-ce que tu veux commencer là-dessus? Voilà, je sais que dans tes flops, il y avait Castres et Toulon principalement. Qu'est-ce que tu as à dire voilà, sur le Castres olympique qui, donc on le rappelle, champion de France en titre, ne s'est pas qualifié à la dernière journée à cause d'une défaite justement à domicile face au Racing Club toulonnais sur le score de 16-25. Castres, déjà, c'est quand même le champion en titre. Donc, quand tu es champion, on s'attend à le revoir performer l'année d'après. Il termine 7e avec 69 points, aux portes des barrages, donc, avec une défaite sale, très sale défaite contre Toulon à domicile. À la dernière journée, Toulon qui ne joue plus rien. Mais j'ai pas envie de dire qu'on s'en doutait, mais l'année dernière, Castres a surperformé. Castres n'a pas énormément de talent, intrinsèquement parlant. C'était plus, ça reposait vraiment sur Urios, sur les mecs sont conditionnés à gagner, à se battre, grosse défense. Là, c'est un peu le revers de la médaille. Et c'est une équipe sur courant alternatif, clairement. 10e équipe à domicile, 2e meilleure équipe à l'extérieur du top 14. C'est rarissime en top 14 d'être meilleur à l'extérieur qu'à domicile. C'est dire le courant alternatif de cette équipe. Et au final, bah, voilà, j'ai envie de dire, ils sont à leur place, quoi. Ouais, non, c'est vrai, tu le soulignais, cette irrégularité. Ils ont 7 donc défaites. Ouais, ils ont 8 victoires 7 à défaites à la l'extérieur, maison. 8 victoires à l'extérieur et 7 défaites à la maison, et comme vous le disiez, dont notamment 3 dernières sorties à la maison qui se sont soldées par une défaite, ça aussi, parce que c'est vrai que moi je me souviens dans la précédente émission, on avait dit Castres, voilà, Castres c'est un peu comme le Racing et Lyon, on les voyait clairement se qualifier, on pensait qu'il y avait juste débat pour la 6ème place entre La Rochelle, le Stade français, Bordeaux et Montpellier, on pensait jamais que Castres passerait à la trappe en s'écroulant complètement à domicile lors de la dernière journée. Olivier, qu'est-ce que tu penses toi de cette saison casseresse? Ah bah l'inconstance, comme je dis, aujourd'hui dans le top 14, on sait que c'est 14 équipes, 26 matchs. Quand tu perds 7 fois à la maison, faut pas espérer aller en phase finale, hein. Et je pense que la statistique résume la saison casseresse. Alors après, c'est vrai qu'ils ont été très performants à l'extérieur, mais tu peux pas te permettre de perdre autant de matchs chez toi et espérer. Et le pire dans tout ça, c'est que s'ils avaient battu Toulon, ils y auraient été dans les 6, avec 6 défaites. Mais non, dans le rugby moderne, on sait très bien que gagner à la maison, c'est ce qui va te permettre, avec quelques coups à l'extérieur, d'assurer ta place en phase finale. Maintenant, Castres, ils m'ont paru fatigués, en manque d'idées cette année. C'était tellement inconstant. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que les joueurs avaient moins faim que par le passé? Et comme on le disait Flavien, l'année dernière, ils sont champions de France, ils finissent 5e en faisant une très forte. Enfin, comme Montpellier, ils ont été très forts dans le sprint final pour les qualifications. Et puis derrière, les phases finales, bah, ça joue sur la forme du moment. Donc voilà, Castres, cette année, moi, je les ai trouvés usés. Et d'un côté, au vu des transferts qui se profilent et le départ de Christophe Furios, euh, bah, je suis un peu inquiet pour eux sur la suite à donner quand même pour les castrer. Départ de Christophe Furios pour l'Union Bordeaux-Bègles, on le rappelle, qui est voilà, le manager castré qui donc laisse son équipe après avoir conquis le titre de champion de France en 2018. Théo, si toi tu veux rajouter quelque chose sur Castres ou Vincent avant qu'on passe à la section paloise. Bah, moi, je suis d'accord avec ce que tout le monde a dit. Ils avaient un statut à assumer, ils n'ont pas réussi. C'est décevant pour eux, mais j'imagine. Après, je peux aussi les comprendre dans le sens où ils ont dû avoir énormément de pression. Tout le monde a dû les attendre au tournant par rapport à la saison dernière. Donc, ça peut mettre de la pression et le fait d'enchaîner pas mal de défaites à domicile, pardon, ça peut peser sur le mental des joueurs. Après, tout n'est pas acheté non plus. J'ai relevé, c'est l'équipe la plus défensive du championnat. Donc ça, c'est le petit point positif de cette saison, mais dans l'ensemble, ça reste quand même très décevant, hein. Ouais, c'est vrai que cette équipe de Castres, on l'attendait bien plus haut, on l'attendait au moins en phase finale, voire même en demi-finale, c'est vrai qu'elle a pas mal déçu, même si tu le dis, c'est une des meilleures défenses, c'est ça que tu disais, Théo? Ouais, exactement. C'est la première défense, c'est juste derrière, enfin juste devant Toulouse, pardon. Ouais, c'est vrai que c'est plus dans le secteur de l'attaque, alors on peut se dire que ça a penché. C'est vrai qu'on n'a pas vu le Castres Olympique nous offrir
des récitals offensifs, hein. Après, c'est vrai que c'est une équipe comme le Stade Français Paris, par exemple, qui voilà, prend pas souvent le bonus offensif et qui a du mal vraiment à vraiment accélérer et dominer ses adversaires comme peut le faire une équipe comme Clermont, ou même le Loup à domicile, ou le Stade Toulousain encore, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on a rarement vu les Castrés prendre le large dans une rencontre et dominer son adversaire de la tête et des épaules. Mais C'est juste, Olivier a mis le doigt sur quelque chose, c'est qu'il y a cette nouvelle enfin, je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais annoncer le départ d'Urios en cours de saison, mais les joueurs, ils ont été démobilisés, à mon avis. T'annonces pas le départ de ton entraîneur, là, comme ça, à la moitié de la saison, enfin, c'est Oh, pas c'était même possible. depuis septembre, hein. Ouais, Depuis septembre, puisqu'on sait que Régiardo arrivait en septembre. c'est Depuis incroyable à de mon avis. faire ça. Je trouve ça incroyable. Non, c'est vrai. Franchement, ouais, je vous rejoins là-dessus parce que déjà, à mon avis, pour une équipe comme le Castres Olympique, voilà, qui clairement peut pas prétendre à être champion tous les ans, c'est vrai que voilà, ils viennent d'être champions de France. Je trouve que c'est quand même compliqué de retrouver directement la motivation nécessaire après un tel accomplissement. Et c'est vrai que de chambouler comme ça les joueurs et toute l'organisation castraise avec une annonce comme ça dès le début de la saison, c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour performer, surtout dans un contexte comme celui-là. Quand on a un effectif habitué à jouer sur un peu sur les tripes, sur les mots avant match, voilà, il y a besoin d'énormément de cohésion dans le jeu de Castres parce que sinon ça se délite et on l'a vu cette année. Je pense que les joueurs ont été moins motivés parce qu'ils savaient que Rios allait partir. Donc voilà, puis ça montre aussi les limites de son jeu. Quand il n'y a pas cette cohésion, voilà, ça devient une équipe normale, classique, qui jouera le ventre mou si ça reste dans le même esprit, quoi. Bon, bah, on va passer à la section paloise, voilà, qui a été aussi une grosse déception de cette saison avec, ouais, je vous le rappelle, donc 11e avec 43 points. Là aussi, on va rester dans le départ des entraîneurs, même si c'est pas, pour le coup, ça n'a pas été une annonce qui a été faite dès le début de la saison. C'est donc Simon Manix qui a choisi de démissionner après la gifle reçue face à La Rochelle. Voilà, donc ils avaient perdu, on vous le rappelle, hein, 71-21 du côté de Marcel de Flandre. Voilà, donc ce qui précède aussi une lourde défaite 83-6 à Toulouse. Donc c'est vrai que la fin de la saison a été très très compliquée pour la section paloise. Qu'on avait vu depuis sa remontée dans l'élite, hein, quand même assez solide à domicile, notamment face aux grosses équipes. Voilà, c'était une équipe qui avait l'habitude de faire tomber un peu les gros chez elle au hameau. Et voilà, c'est vrai qu'ils sont complètement désorganisés, qu'ils étaient absolument plus solides à la maison, qu'ils ont gagné que ils ont gagné 3 déplacements face aux 3 derniers du championnat, ce qui leur a permis de se maintenir. Mais c'est 7 défaites à domicile, là, donc 50% de défaites. Et c'est vrai que c'est pas satisfaisant.